Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un problème assez fréquent sur les terrains de foot, la pubalgie. Ah oui, cette douleur à l'aine, là, qui peut vraiment empoisonner la vie d'un joueur pro. C'est ça. Et c'est souvent une blessure complexe et qui a tendance à revenir en plus. Exactement. Une vraie galère parfois. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une approche un peu particulière pour la traiter et même la prévenir. Le Pilates. Justement, notre discussion va tourner autour de ça et on s'appuie sur l'expertise de Caroline Berger de Femini. Oui, une spécialiste reconnue, instructrice et formatrice TOTS Pilates, qui s'est penchée sur la rééducation par le mouvement dans ce contexte précis. Voilà. Donc la base de notre échange, c'est un entretien scientifique avec elle. L'idée, c'est de comprendre comment le Pilates, avec ses différents outils, le réformeur, le tapis, Le Cadillac, la chaise, le barrel, toute la panoplie, oui. comment tout ça peut aider face à cette pubalgie du footballeur. On va essayer de décortiquer un peu la mécanique de cette blessure chez ces athlètes et de voir pourquoi le Pilates, ça propose une réponse assez globale. Oui, pas juste un pansement sur la douleur, mais quelque chose de plus profond pour la prévention aussi. C'est ça. Essayer de saisir pourquoi cette méthode, qu'on imagine parfois juste douce, est en fait jugée pertinente pour des sportifs qui encaissent des contraintes énormes. Alors, pour commencer, juste pour être clair, la pubalgie du footballeur, c'est quoi au juste? L'entretien la définit comme un ensemble de douleurs chroniques. Oui, dans la région de l'end, du pubis, ça touche souvent les tendons des adducteurs, ces muscles à l'intérieur de la cuisse, et aussi les attaches basses des abdominaux au niveau de l'os pubien, ce qu'on appelle la symphysie pubienne. Et le point clé spécifiquement pour les footballeurs, c'est le mécanisme non. L'experte parle d'un déséquilibre. C'est ça. Il faut imaginer une sorte de lutte de force au niveau du pubis. Les adducteurs qui tirent vers le bas et les abdominaux, eux, qui tirent vers le haut. Et chez le joueur, cet équilibre est souvent perturbé. Il y a une désynchronisation. Et les gestes du foot sont un peu les coupables idéaux, j'imagine. Les accélérations, les changements de direction brutaux, Les frappes répétées, les appuis parfois instables et puis la fatigue qui s'accumule, tout ça crée des contraintes énormes sur le bassin, souvent asymétriques, des contraintes de cisaillement, c'est ça. comme des forces de ciseaux. Et de rotation aussi. Exactement. Et c'est là qu'intervient une idée importante de l'analyse. Ce n'est pas juste un muscle qui a un problème isolé, c'est plus systémique. Ça touche la coordination globale. C'est-à-dire. Ça implique la stabilité du bassin, la proprioception, la capacité à sentir son corps dans l'espace, même la respiration, la gestion des charges, le contrôle moteur. En fait, c'est tout un système qui dysfonctionne. D'accord. C'est cette vision d'ensemble qui rend le Pilates intéressant alors. Tout à fait. Et ça nous amène directement au concept de centre ou de corps, qui est central en Pilates. C'est quoi ce corps? Alors l'experte le décrit comme une unité fonctionnelle. Imagine une sorte de caisson naturel. Il y a le transverse, l'abdos le plus profond, sur les côtés et devant, le plancher pelvien en bas, le diaphragme, le muscle de la respiration en haut, et derrière les multifides, des petits muscles le long de la colonne. Une sorte de corset naturel, dynamique. C'est exactement ça. Et le souci dans la pubalgie, c'est que ce corset est souvent désorganisé. On voit fréquemment un retard d'activation du transverse, un plancher pelvien qui fait moins bien son boulot de soutien, une respiration qui perd son rôle stabilisateur, l'harmonie est rompue. Et du Pilates, son but, c'est de remettre cette harmonie, de restaurer cette coordination fine. Oui, l'objectif, c'est de résynchroniser tout ça, la respiration, la posture, le contrôle du mouvement. Un exemple simple, sur tapis ou ce réformeur, on va apprendre aux joueurs à différencier le mouvement et la stabilité. Comment ça? Par exemple, garder le bassin parfaitement stable en position neutre pendant que les jambes bougent contre la résistance des ressorts du réformeur. Ça, couplé à une respiration spécifique, la respiration latérale thoracique. Qui ouvre les côtes sur les côtés? Voilà, sans laisser le ventre se gonfler excessivement. Ça permet de réduire les forces de cisaillement sur la symphyse pubienne. C'est très ciblé. L'entretien insiste aussi énormément sur le travail excentrique. Pourquoi c'est si crucial? Alors, l'excentrique, c'est quand le muscle travaille en s'allongeant, en freinant le mouvement. Pour un footballeur, c'est fondamental. Pense au freinage après un sprint ou au contrôle de la jambe après une frappe. Le muscle doit savoir absorber l'énergie. Exactement. Et le mode excentrique est le plus efficace pour réapprendre ça au muscle et à son tendon. Les adducteurs, notamment, sont très sollicités en excentrique dans le foot.
Et ça a un effet direct sur le tissu musculaire lui-même, ce travail. Oui, oui, ça stimule la réparation, le renforcement des fibres, mais aussi du tissu conjonctif autour, comme les tendons. Ça aide à mieux organiser les structures internes du muscle pour qu'il soit plus résistant quand il est étiré sous tension. Et comment le Pilates aide à faire ça bien? Sur le reformer, par exemple, comment ça se passe? Le réformeur est génial pour ça, parce que les ressorts donnent une résistance constante et qu'on peut régler très finement. L'idée clé, c'est pas tant de pousser contre le ressort. Mais de contrôler le retour. Exactement. Contrôler la phase excentrique, le retour du chariot. Souvent, on demande un retour lent sur 3 temps, par exemple. Ce contrôle lent et précis, ça recrute les bonnes fibres musculaires, celles de l'endurance, sans créer de crispation réflexe qui pourrait faire mal. Donc on renforce, mais intelligemment. Et ce n'est pas que musculaire, si je comprends bien. Non, pas du tout. Le bénéfice est aussi, et peut-être surtout, neuromusculaire. Ce travail lent, contrôlé, ça améliore la communication à l'intérieur du muscle et entre les différents muscles qui doivent travailler ensemble. La coordination? Oui, on ne cherche pas juste la force brute, mais la précision de la force, l'organisation. C'est un vrai apprentissage pour le système nerveux. La lenteur, le contrôle, le feedback de l'appareil, ça affine la commande motrice. D'accord, je vois. Une fois qu'on a compris ça, euh, comment le Pilates structure la progression? J'imagine qu'on ne commence pas direct par le plus dur. Ah non, surtout pas. L'approche décrit suit une logique très claire. On va du simple au complexe, et souvent du travail sans charge ou en décharge, vers le travail en charge, toujours en respectant la douleur. Et ça démarre où le plus souvent? Souvent sur le tapis, le mat work. C'est la base. Apprendre à sentir son corps, utiliser son propre poids, trouver le neutre du bassin, intégrer la respiration pilate, connecter avec son centre. La conscience corporelle, c'est la clé au début. Les fondations. Et ensuite? Le réformeur arrive assez vite. C'est là qu'on introduit la résistance contrôlée des ressorts. On peut commencer à reconstruire la force, surtout excentrique, et cette coordination fine dont on parlait, dans un cadre sécurisé. Et après, il y a ces autres appareils, le Cadillac par exemple? Oui, le Cadillac, c'est une structure intéressante avec des barres, des ressorts suspendus. Ça permet de travailler en suspension ou de mobiliser une articulation sans le poids du corps. Pour la pubalgie, c'est super pour mobiliser la hanche, par exemple avec des ressorts attachés aux jambes, sans mettre de pression sur le pubis. Pour déverrouiller la zone, comme dit l'experte. C'est exactement ça. Souvent, le bassin se crispe par réflexe de protection, mais cette crispation finit par entretenir la douleur. Le Cadillac offre un moyen de retrouver du mouvement, en douceur et en contrôle. Et la chaise, le barrel, ils servent à quoi dans ce parcours? La chaise, elle, nous rapproche de la verticale. On travaille assis ou debout, avec des pédales contre résistance. Ça permet de travailler la stabilité en charge, plus proche des contraintes sportives. Le barrel, avec ses courbes, est excellent pour la mobilité tridimensionnelle, pour étirer les chaînes musculaires, le dos, les côtés. Des étirements actifs contrôlés. Oui, c'est ça. Pas juste passif. Ça améliore la souplesse fonctionnelle du muscle, ça complète bien le renforcement excentrique. On voit bien la logique. Une progression, du début de la rééduque jusqu'au retour terrain. Tout à fait. Et il y a un élément qui est présent tout le long sur tous les appareils, c'est la respiration. L'experte insiste beaucoup là-dessus. Encore la respiration. Pourquoi est-elle si fondamentale ici? Le lien avec l'aine? Le lien est double, mécanique et neurologique. Mécaniquement, pense au diaphragme en haut, au plancher pelvien en bas et au transverse autour. C'est comme un système de gestion de la pression interne, la pression intra-abdominale. Une bonne gestion est clé pour stabiliser le tronc et le bassin. Et si on respire mal? Si c'est bloqué? Si la respiration est trop haute, trop thoracique, rigide, ce système est perturbé. Le diaphragme bouge mal, la pression est mal gérée et le corps compense. Ça peut créer des tensions excessives autour du bassin, y compris sur les adducteurs, ou fragiliser la symphyse. D'où ce travail spécifique sur la respiration latérale en pilates? Oui, l'idée c'est de redonner de la mobilité au diaphragme, de relâcher les muscles accessoires du cou et des épaules qu'on utilise trop quand on respire mal, et de diminuer les co-contractions inutiles autour du bassin. Une meilleure respiration, c'est une meilleure stabilité interne. Et l'effet neuro, hein? Une respiration plus calme, plus ample, s'agit directement sur le système nerveux. Ça aide à diminuer l'hyperexcitabilité, fréquente quand il y a douleur chronique. Ça favorise le système parasympathique, celui de la détente, de la récupération.
C'est comme si on améliorait le dialogue cerveau-corps. On travaille sur la neuroplasticité, en fait. C'est fou comme la respiration est centrale. Bon, une fois qu'on est sorti de la phase de rééducation, comment le Pilates aide à éviter la rechute? C'est le gros problème de la pubalgie, ça, la récidive, hein. Oui, c'est le nerf de la guerre. La prévention, selon l'experte, repose sur la régularité et la précision. Pas besoin de faire des heures. Elle suggère que 2 séances courtes par semaine, même 20 minutes, bien ciblées, peuvent suffire à maintenir les acquis. Et on cible quoi dans ces séances d'entretien? On cherche à maintenir une bonne stabilité active du bassin, une coordination efficace du corps, à vérifier la symétrie des appuis, le contrôle de l'alignement du genou par rapport au pied et l'équilibre entre les chaînes musculaires avant et arrière. Concrètement, ça veut dire quels exercices, par exemple? Sur tapis, des choses comme les ponts, bridges, le single leg stretch pour le contrôle abdos-bassin, les sidekicks pour les stabilisateurs de hanches. Sur reformer, le travail des pieds, footwork en neutre, ou des exercices comme les side splits courts pour entretenir la force excentrique des adducteurs et abducteurs. C'est comme un rappel régulier pour le corps pour ne pas perdre les bonnes habitudes. C'est tout à fait ça. Maintenir le bon tonus, la bonne activation des muscles profonds et garder une bonne perception de son bassin. Ça réduit vraiment le risque quand le joueur retourne à l'entraînement intensif. L'analyse insiste aussi beaucoup sur l'individualisation. C'est pas taille unique pour tout le monde. Ah non, absolument pas. Chaque joueur est différent, son poste sur le terrain, un défenseur central n'a pas les mêmes contraintes qu'un ailier. Oui, l'un absorbe des chocs, l'autre fait des rotations rapides. Exactement. Sa morphologie, ses blessures passées, son calendrier, tout ça influence le programme pilote. Et le Pilate permet cette adaptation fine? Oui, c'est un séquent-fort. On peut ajuster la résistance des ressorts, choisir parmi des centaines d'exercices, modifier les plans de mouvement. C'est vraiment du sur-mesure. L'experte dit proposer, observer, ajuster. C'est un dialogue permanent avec le joueur et son corps. Et ce travail se fait en lien avec les autres intervenants, j'imagine, hein, kiné, prépa physique. Essentiel. Le pilate s'intègre dans une chaîne. Il y a une complémentarité avec le kiné, surtout au début, et avec le préparateur physique pour le retour à la performance. Il faut que tout le monde communique, partage les infos, les bilans, pour une prise en charge cohérente. L'experte fait aussi une distinction entre Pilate et renforcement classique. C'est quoi la différence majeure? La différence clé, c'est l'objectif. Le renforcement classique vise souvent l'hypertrophie, la taille du muscle. Le pilates, lui, vise l'organisation de la force. Comment le corps utilise sa force, comment il la contrôle, la coordonne. C'est plus qualitatif, moins quantitatif. On pourrait dire ça. C'est un entraînement qui sollicite énormément le système nerveux, la conscience du mouvement. Il faut être concentré sur la trajectoire, la respiration, l'alignement, tout le temps. Ce n'est pas juste soulever ou pousser. Non, c'est mentalement assez exigeant. Et c'est là que réside un bénéfice important. Ça améliore la synchronisation des unités motrices, ça stimule la plasticité cérébrale liée au mouvement, on gagne en contrôle moteur. Et pour la pubalgie, où le problème est souvent un défaut de contrôle des forces autour du bassin, ce gain en finesse est crucial. Il y a aussi une dimension éducative importante, non? Le joueur doit comprendre ce qu'il fait. Ah oui, c'est fondamental. L'experte insiste là-dessus. Il faut expliquer la mécanique, pourquoi on fait tel exercice. Le feedback visuel aide beaucoup aussi. Se voir faire l'exercice? Oui, sur une vidéo par exemple. Ça permet de prendre conscience de ses mouvements, de ses compensations. Et ça rend le joueur plus autonome? Exactement. D'abord, il adhère mieux au programme. Mais surtout, il apprend à mieux sentir son corps, à décoder les signaux, les alertes. Le Pilates devient une sorte d'école d'autorégulation. Cette conscience corporelle, c'est un outil de prévention à vie. Très bien. Et la question finale, quand est-ce qu'on sait qu'un joueur peut retourner jouer? Quels sont les critères? Il y a plusieurs niveaux à valider. D'abord, le clinique, plus de douleur significative ou une douleur minime bien contrôlée. Les tests des adducteurs doivent être négatifs et la palpation du pubis indolore. Ok. Et fonctionnellement? Il faut une bonne stabilité du bassin sur une jambe, un bon contrôle dans des exercices qui simulent les changements de direction du foot et une amplitude de hanche symétrique par rapport à l'autre côté. Il y a un troisième niveau? Oui, le neuromusculaire. On regarde la qualité globale du geste. Est-ce que c'est fluide, coordonné? Est-ce que la respiration est efficace pendant l'effort? On ne veut plus voir de compensation, de crispation. Et une fois ces feux verts allumés, retour progressif encadré par tout le staff. C'est ça. Et souvent, on conseille de garder 1 ou 2 séances de pilates par semaine pour consolider et surveiller. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça,
Ce qui ressort de cette analyse, c'est que le Pilates semble offrir une approche vraiment cohérente, précise pour la pubalgie du footballeur. Oui, ça s'attaque aux causes profondes, mécanique, contrôle nerveux, perception corporelle. L'accent est vraiment mis sur la qualité du mouvement, la conscience, plus que sur la force brute. C'est cette capacité à agir sur plusieurs leviers en même temps qui semble intéressante. Renforcer, mais d'une certaine façon, excentrique, assouplir fonctionnellement, coordonner le centre et la respiration et éduquer le joueur. Tout ça de manière individualisée et intégrée. C'est là sa force. Une méthode qui connecte les points avec une logique biomécanique et neurophysiologique derrière. D'ailleurs, l'expert termine avec une phrase assez forte. Une symphyse apaisée passe par un corps organisé. Un corps organisé, c'est une belle formule pour conclure. Oui, et ça ouvre une petite réflexion pour finir. Si ce principe d'organisation corporelle, par le mouvement conscient, est si bénéfique pour un athlète de niveau avec une blessure complexe, qu'est-ce que ça pourrait nous dire à plus grande échelle? Pour nous tous, au quotidien, Oui, pour notre posture devant l'ordi, pour gérer le stress, pour être plus performant dans d'autres activités. Finalement, quelle est l'influence de cette organisation du corps sur notre bien-être global? c'est une bonne question à laisser en suspens. Une piste à explorer.